Aujourd'hui, le thème de ce masterclass, c'est le pire est-il passé? Comme vous avez pu le constater, 2022 était un petit peu compliqué. On est tombé quand même sur des niveaux de 5628 points, quand même pour le CAC 40, petite frayeur. Depuis, on est fortement remonté, quasiment 20%. Est-ce que le pire est passé? Est-ce que tout cela est durable? J'ai à mes côtés Alexandre Baradez. Vous êtes responsable de la stratégie de marché chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Denis, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je vais vous passer la parole tout de suite, à vous de nous dire. Le pic stress déjà passé, mais le rallye de fin d'année également. C'est ce que je dis sur le premier slide et c'est vraiment la question du moment. Oui, c'est la question du moment. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon pour le son? Non, vous m'entendez pas? C'est pas assez fort? Le micro marche ou pas? Ouais, le micro marche apparemment. C'est bon, elle marche? Ok, ça marche. Donc effectivement, la question c'est est-ce que le pic stress est déjà passé? Il y a pas mal d'indications qui semblent indiquer que oui, on a un pic stress qui est passé sur les marchés. Par exemple, les marchés européens, quand on regarde les niveaux de volatilité qu'on avait atteints cette année, des niveaux de 35, 40 de volatilité, similaires à ce qu'on avait sur les marchés américains, l'année se divise en deux grosses parties, si vous voulez. La première partie de l'année, c'était le risque à sens unique. Tout était risk-off sur les marchés. Début d'année avec les questions d'inflation qui accéléraient, les banques centrales commencent à durcir le ton, et donc les marchés commencent à pricer ce changement monétaire avec des taux qui se redressaient brutalement, et les marchés actions qui ont commencé à décrocher. Première vague de stress. Ensuite, la géopolitique qui est venue se greffer à ça, février, mars, accélération du prix des matières premières, qui était déjà assez élevé à ce moment-là, et ensuite des événements d'ordre global, la Chine qui a commencé à confiner, puis une macro mondiale qui a commencé à ralentir. Et donc, en fait, la trajectoire de l'année, ça a été des taux qui grimpent, un dollar qui grimpe, et ça, c'était le vent contraire majeur pour les marchés actions. Et on remarque une chose, c'est que depuis maintenant un mois et demi, 2 mois, le rallye qui s'est mis en place sur les marchés, c'est un rallye qui s'est fait sur l'attente de bonnes nouvelles en fait. Ça a été dans certains indices d'activité, par exemple, comme les PMI ou les indicateurs ISM. Vous avez des composantes de prix dans ces indices-là, qui sont des indicateurs avancés, qui déjà depuis 2-3 mois montraient un ralentissement des prix payés par les entreprises et des prix facturés par les entreprises. États-Unis, mais pas encore BCE ni zone euro. Pas encore, non, voilà. Mais bon, c'est quand même la Fed qui domine, exactement, qui est le catalyseur des marchés. Les marchés ont commencé à baisser en début d'année parce que la Fed a commencé à muscler le ton. La BCE, ça arrive un peu après, mais c'est surtout la Fed effectivement qui a durci le ton. Et d'ailleurs, l'inflation aux États-Unis, c'est surtout une inflation qui arrive par la demande. On voit que la composition de l'inflation, c'est beaucoup de demandes, alors qu'en Europe, on a une inflation qui est surtout très très liée au prix des matières premières. Donc, je vais montrer quelques graphiques comme ça. Voilà. Ce qui me semble important, un des plus importants, c'est ce graphique-là, c'est 3 graphiques. Il faut se concentrer sur la courbe jaune. La courbe jaune, donc, vous voyez qu'elle est en dessous de 0 actuellement. J'ai tracé la zone 0 par le trait rouge. C'est ce qu'on appelle les conditions financières. Conditions financières, c'est les niveaux de volatilité et niveaux de taux, par exemple. Donc, niveau des marchés obligataires, c'est la volatilité des marchés actions, la nervosité des marchés monétaires. Donc, c'est l'ensemble des conditions financières, donc mesurables sur les marchés. Et plus la courbe jaune que vous avez monte au-dessus de 0, plus les conditions financières sont durcies. C'est ce que la Fed a voulu faire. Vous voyez qu'il y a un creux sur la courbe jaune. On voit le dernier creux. Ça, c'est quand la politique de taux zéro était en place, quand la Fed faisait de l'assouplissement monétaire. Et ensuite, elle a décidé de durcir le ton. Et en durcissant le ton, en commençant à relever les taux, les conditions financières ont commencé à se redresser. On n'est toujours pas revenu en territoire restrictif. Quand vous passez au-dessus de 0 comme ça, vous rentrez en territoire restrictif pour la politique monétaire. La Fed n'y est pas encore. Et si vous comparez, par exemple, vous voyez, la courbe jaune à moins 0,2 actuellement, regardez la même courbe lors de la crise des subprimes 2007-2008. Vous voyez le pic de la courbe jaune, les conditions financières étaient bien plus dures à ce moment-là, d'où aussi la chute des marchés qui était quand même beaucoup plus sévère lors de la crise des subprimes. Donc on a l'impression que les banques centrales envoient la sauce, ce qui est vrai, mais d'un point de vue des conditions financières globales, eh bien, elles sont à peu près au niveau des années 99, 2000, vous voyez la bulle Internet. Et on est bien en dessous des conditions financières qu'on avait lors du gros choc inflationniste des années 70-80, vous voyez, on est toujours en dessous. Donc pourquoi c'est important de montrer ça? Parce que moi, je pense que ça veut dire que la Fed va parvenir, ou va essayer de parvenir, et je pense qu'elle a des chances d'y arriver, à un soft landing de l'économie américaine. C'est-à-dire que s'il y a besoin, comme elle le fait depuis quelques jours, de rappeler aux marchés qui ont été très détendu là depuis un mois et demi. S'il faut rappeler, attention, on n'allait pas trop être en besogne, le travail de la Fed n'est pas encore terminé, eh bien, elle va influencer cette courbe jaune. Si c'est le cas depuis 2 semaines, 3 semaines, la courbe jaune part à la baisse, ça veut dire que le marché est un petit peu trop sûr de lui, sûr de l'issue de l'inflation, de l'issue des stress mondiaux. Et ça, par contre, la Fed ne le veut pas trop tôt, parce que si les marchés se détendent trop, ça assouplit les conditions financières, ça détend les taux de crédit, et donc ça entretient finalement la consommation, ça entretient l'activité économique. Or, la
Fed, elle l'a avoué, hein, elle veut ralentir la demande, elle veut ralentir l'activité économique, éviter la récession si possible, mais l'inflation reviendra à 2% au prix d'un ralentissement économique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas dans des conditions qui sont archi-restrictives non plus. Ça, ce sont les indices d'activité PMI. Donc aux États-Unis, vous savez, et partout, on mesure l'activité dans les pays via des indices PMI qui synthétisent l'activité des services manufacturières, la construction également. On voit qu'aux États-Unis, depuis plusieurs mois, vous voyez, on est contracté. 50, quand on est en dessous, c'est contraction de l'activité économique. Donc l'activité est en train de ralentir, et ça, très probablement, les prochains chiffres américains qui vont nous parvenir vont être des chiffres qui vont ralentir. Et en fait, actuellement sur les marchés, on a la confluence de deux mouvements. Vous avez la confluence de tout le flot négatif du début d'année, que les marchés ont commencé à détendre sur le rallye octobre-novembre, sur fond d'anticipation d'une inflation qui allait commencer à plafonner, qu'on a commencé à voir aux États-Unis, sur fond d'anticipation que le discours des banquiers centraux allait commencer à un petit peu bouger vers des choses un poil moins agressives, ce qu'on a commencé à voir du côté de la Fed. Et donc, le rallye de octobre-novembre, c'est un rallye sur l'espoir et sur l'anticipation de ce qu'on est en train de voir actuellement sur les prix, notamment aux États-Unis. En Europe, on commence à voir l'Allemagne ce matin, cet après-midi. L'Allemagne, on commence à avoir un plafond là, qui commence à apparaître sur les prix également. Donc le rallye, c'était ça. C'était un rallye d'anticipation. Maintenant, il me semble que les vents contraires que les marchés vont rencontrer, c'est des vents contraires d'ordre macroéconomique. Comme on a bien anticipé l'aspect un peu plafonnement des prix, l'aspect banque centrale, désormais, le marché va devoir mettre un prix à nouveau sur la réalité économique. Et donc la réalité microéconomique des prochaines publications d'entreprises en janvier. Ralentissement des profits, très attendu, ralentissement économique, ralentissement de la croissance, récession. Alors récession peut-être, pas trop forte aux États-Unis, certainement un peu plus forte en tout cas en zone euro si on la connaît. Et est-ce qu'il ne faut pas l'attendre, l'espérer dès maintenant, cette récession, pour qu'on reparte plus rapidement? Alors la récession, oui, l'idéal c'est qu'effectivement on commence à y arriver assez vite, mais... c'est long, hein, on n'a attendu pas avant 3e trimestre, 4e trimestre aux États-Unis. Oui, mais les banques centrales n'ont pas dit, c'est pas une mantra, elles ne disent pas il nous faut une récession. C'est s'il y a une récession, il la faudra, et une fois passé par là, même Christine Lagarde a une vue très pessimiste par rapport à ça. Elle dit même une récession ne suffirait peut-être pas à faire baisser les prix. Je pense que c'est exagéré. Hein. Elle n'a pas une vision, à mon avis, aussi pessimiste que ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banquiers centraux ne veulent pas être en retard si une récession devait arriver. Ils ne veulent pas que les gens le découvrent. Ils préfèrent dire il y a un risque. On devra peut-être passer par ce risque-là. Comme ça, si on l'évite ou si on a une récession, je rappelle qu'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de repli du PIB. Si vous avez moins 0,1 et moins 0,2, c'est pas très grave. Hein. Elle est technique. C'est très technique. Et quand vous voyez la croissance qu'on a eue post-Covid avec des trimestres en rythme annuel à 3, 4, 5% parfois, si vous avez un PIB qui retrace un petit peu de 0,1, 0,2 pendant 6 mois, c'est pas la fin du monde. Et le soft landing, selon moi, ça peut être ça. Ça peut être effectivement une petite récession, 2 trimestres, peut-être 3, mais la profondeur de la récession va être importante par contre, et ça je ne pense pas que les États-Unis, quand on voit ce genre d'estimations-là qui sont trop optimistes, mais les États-Unis, je ne pense pas qu'ils vont rentrer à un cycle. Pourquoi je ne pense pas? Parce que on est dans une espèce de rééquilibrage en fait de la politique Covid. L'épicentre, c'est le Covid. Les banques centrales qui déploient des moyens absolument colossaux, les bilans qui gonflent, des taux à zéro. Là, on est dans la normalisation, dans la régulation post-Covid. Donc, on ne peut pas arriver dans une régulation post-Covid en remettant l'économie à un niveau de stress où elle était pendant la pire crise depuis quasiment la grande crise des années 2000 et même la pire crise depuis quasiment 29. Donc, il faut voir ça comme un rééquilibrage des excès boursiers, des excès de liquidités déversées sur le marché. Mais la Fed est en train de piloter le retrait de ces mesures. Elle ne va pas tout faire pour que l'économie se casse la figure parce que derrière, il faudra tout reconstruire. Si vous plongez l'économie en récession parce que vous allez trop vite dans les hausses de taux, vous revenez au point zéro. Ça coûtera beaucoup d'argent de sortir l'économie de là. Il faudra créer des emplois. Donc, il me semble que ce n'est pas du tout la trajectoire que la Fed recherche. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est très habile là dans son pilotage pour justement éviter un hard landing. Elle le fait très bien. Elle a déjà quand même beaucoup relevé les taux, bien plus que la BCE, alors que le marché l'a parfaitement intégré, le message. Donc, pour l'instant. Oui, elle le fait parce qu'en plus, il faut bien aussi voir que la BCE monte moins ses taux, on le disait tout à l'heure, parce que l'inflation en zone euro arrive massivement par les matières premières. Que la BCE mette les taux à 4, à 10, si le gaz reste trop cher parce qu'on est mal approvisionné, parce qu'il y a un conflit géopolitique, la politique monétaire ne servira absolument à rien dans ce cas-là. Avec un contre-effet beaucoup plus dangereux par la suite pour l'économie. Elle va lutter effectivement dans ce cas-là à tort contre les fondamentaux de l'économie. Ça fera plonger l'économie. Alors oui, la demande va être détruite, on consommera moins de gaz, mais bon, on gagnera un peu sur le prix du gaz au prix d'une économie saccagée. Donc elle a raison de ne pas aller trop vite dans sa normalisation. Il y a aujourd'hui la moitié de l'inflation en zone euro
qui arrive que par les prix de l'énergie. C'est titanesque, hein, la moitié de l'inflation, donc sur les 10%, 5%, plus de 5%, c'est de l'inflation de l'énergie. Les salaires en Europe progressent actuellement sur des rythmes, selon les mois, entre 2,5 et 3%. Aux États-Unis, ils sont montés à des 5,7 de progression annuelle. Donc c'est pour ça que la Fed aussi va beaucoup plus vite, parce que là-bas, il y a une boucle prix-salaire qui s'est emballée, qu'on n'a pas encore vu en Europe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un tel différentiel. Regardez les graphiques là je veux dire, on est dans une phase de normalisation des excès en fait. Hein. Regardez, ça c'est la courbe du transport maritime. Ça c'est le prix moyen d'un container 40 pieds, enfin pour transporter plutôt un container 40 pieds sur les principaux trajets maritimes de la planète. Vous voyez qu'avant Covid, on payait ça 1 000 à 2 000 $ le container. On est monté à 11 000 $ post-Covid, signe que la demande était absolument phénoménale et qu'il y avait encore des problèmes de supply chain aussi, hein, des ports qui étaient congestionnés, des équipes dans les ports qui étaient covidées, donc qui ne travaillaient pas. Et donc là, on est en train de normaliser ce rythme-là. Simplement, il y a dans la phase de baisse que vous avez, et ça sur plein d'indicateurs de prix, c'est la même chose, le début de la baisse, c'est la normalisation de la supply chain, de la logistique en fait. La partie un peu finale, depuis 1 ou 2 mois, ça correspond plus, quand vous regardez ce que disent les sociétés de transport maritime, ça correspond à un ralentissement de la demande cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est plus seulement une normalisation parce qu'il y a plus de bateaux et que les staffs sont mieux équipés, c'est que la demande en face, Europe, États-Unis, est en train de diminuer. Et je pense que c'est ça, au stade où nous sommes actuellement, que les marchés doivent commencer à intégrer, c'est la réalité du ralentissement macroéconomique qui va faire partie de l'équation pour lutter contre l'inflation, mais il ne faudra pas le pricer trop fort. Je ne pense pas qu'un DAX ou un CAC qui est pris 20% en ligne droite rende ces 20% parce que la macro ralentit. Si la macro ralentit trop, les banquiers centraux feront un pas en arrière. Et voilà, il y a un exemple assez frappant à nos portes, qui est un exemple un peu différent, mais qu'on peut quand même rapprocher de la fête de la BCE. C'est la Banque d'Angleterre. Regardez ce qui s'est passé. Nouveau gouvernement, politique de dépenses et puis d'économie d'impôts, enfin pas d'économie, de cadeaux fiscaux. Et puis les marchés sont choqués. Hop, les taux d'emprunt s'envolent, les fonds de pension sont en danger. La Banque d'Angleterre est intervenue du tac au tac pour sauver le système. Je pense que si on a pour d'autres raisons, mais qu'on avait des facteurs de stress sur les marchés obligataires européens, par exemple, ou les marchés obligataires américains, si la liquidité commençait à être moins bonne, comme ce qu'on avait vu en 2018-2019, avant la crise Covid donc, hein, il est certain que les banquiers centraux remettront pied dans le marché temporairement si on est face à un risque qui est un peu systémique, si les obligations commencent à bouger un peu trop et si la liquidité n'est pas bonne. Donc il ne faut pas penser que les banquiers centraux, c'est du ascendant-descendant de manière très linéaire et tête baissée. Si dans la partie descendante où on freine, il faut à un moment donné lever un peu le pied parce qu'on freine trop, elles le feront également. Le but n'étant pas de plonger l'économie dans une récession absolument terrible, ça n'arrangerait personne et il faudrait tout repartir tout recommencer de zéro. On est dans une phase de ralentissement, vous le voyez, hein, sur les PMI mondiaux. Donc ça, c'est JP Morgan qui fait cet indice. Il synthétise tous les PMI de la planète et ça donne ça. Donc c'est le meilleur indice d'activité que l'on ait au niveau global. On voit donc la différence par rapport au Covid, où là, ça avait été le saut dans le vide. Là, on est un peu en dessous de 50, vous voyez. C'est à la fois pas beaucoup, mais c'est des zones qu'on n'avait jamais vues. Même en 2015, sur les émergents, la crise des émergents, on n'était pas arrivé à ce niveau de ralentissement-là. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un ralentissement qui est à l'œuvre. Et selon moi, voilà, c'est ça que les marchés doivent consolider. Le gros rallye, c'est l'anticipation. Maintenant, il faut un peu consolider ça. Mais ce n'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Voilà pourquoi ça passe bien aussi. Oui. Alors, Christine Lagarde dit on ne fait pas de forward guidance, on ne fait pas de projection. Ils en font sans le faire. C'est dire il faut rééquilibrer l'offre et la demande. Donc ça veut dire l'offre étant ce qu'elle est, donc il faut ralentir la demande. Ça veut dire on sait très bien qu'une demande qui ralentit, c'est une activité mondiale qui ralentit. Donc on n'est pas surpris effectivement de voir ce genre de courbe. Après, ce qu'il ne faut pas voir par contre, là il y a des choses intéressantes sur ce graphique, vous voyez, c'est les multiples du S&P 500, les multiples de valorisation. Lorsqu'on est arrivé, vous voyez, il y a encore 2-3 mois, dans le pic de la correction, là, avec des volatilités, enfin pas beaucoup de vol, mais avec des points bas septembre-octobre, vous voyez que les multiples de valorisation sur le S&P, sur les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, on a été retombé sous les 2 moyennes 10 ans et 5 ans, et on était retombé sur des niveaux de valorisation de 2014, 2015. Donc les titres n'étaient pas chers. Hein. Il y a 2 mois, les titres étaient pas chers. Ils valaient en tout cas leur prix. On ne pouvait pas dire qu'il y avait encore des excès de valorisation. Les excès, c'était les multiples à 23, 24, et post-Covid, à 14, 15 fois les bénéfices anticipés. On retrouvait des niveaux médians des dernières années. Donc ça, je pense qu'on aura du mal à aller beaucoup en dessous de ces 14, 15 fois les bénéfices anticipés. Je pense que là, ces 2 points-là, ces 2 creux, c'est les points bas.
Maintenant, je serais très surpris que l'on remonte et qu'on retende les multiples. Parce que, souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions financières, elles passent par là aussi. La volatilité des indices, ça participe aux conditions financières. Si les indices reprennent 20-30%, ça détend les conditions financières, les taux se détendent aussi, le VIX se détend, et ça ne fait pas les affaires de la Fed. Donc en fait, je pense qu'on est parti là pour un petit rallye qu'on voit actuellement sur les valorisations, mais je ne pense pas par contre qu'on accélère en mode post-Covid. Vous voyez, le gros rallye à 20, 21, 22, ça semble très très peu probable. Je pense qu'on va stagner dans ces zones de ratio. Rapidement, je ne vais pas faire trop long, il y a des outils sur les marchés qui sont extrêmement intéressants, qui sont abordables à tout le monde, ce n'est pas des outils très compliqués. Regardez la bonne corrélation que vous avez entre le taux 2 ans américain, donc c'est la courbe qui est en chandelier japonais, qui est un peu plus erratique comme ça c'est le taux 2 ans américain, donc c'est un taux souverain. La courbe en jaune, c'est la fourchette de taux de la Fed, c'est là où elle fixe ses niveaux de taux. Vous voyez que historiquement, sur les cycles précédents, le taux 2 ans américain, il est très sensible à ça, à l'inflation, à la politique monétaire. Il a toujours devancé. Voilà, il a pris de l'avance par rapport, il anticipe en fait, c'est les gens de marché, les investisseurs, les gérants ou autres, qui anticipent le niveau de taux final de la Fed via le taux 2 ans. Ce qu'on voit là, c'est que le taux 2 ans américain, il est arrivé quasiment à 5%. 5%, ce n'est pas un taux hasard. Dans les conférences de Powell, de membres de la Fed, c'est le taux qui est estimé comme étant actuellement un taux neutre, le taux cible, c'est-à-dire le taux qui est suffisamment restrictif pour limiter l'inflation, mais qui n'est pas trop restrictif au point de freiner massivement l'économie. Donc vous voyez que le taux 2 ans américain, il est déjà monté à 5%, alors que le taux de la Fed, actuellement, il est toujours à 3,87%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'il y a des marchés qui sont très réactifs aux taux. Les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, par exemple. Plus les taux grimpent, les taux courent, plus la tech se rétracte. Le fait d'avoir des taux qui sont quasiment arrivés, ou voire arrivés au taux final de la Fed, ça veut dire que potentiellement sur les marchés américains, les gros indices aussi, le bottom a été vu ou alors pas loin d'être vu. Je pense que le potentiel de baisse, si on regarde ça par rapport au taux, vu que la corrélation est plutôt bonne, je pense que le plus dur aussi a été très probablement vu sur les marchés américains. La question, par contre, c'est un peu la largeur du bottom. C'est pas de taper, d'aller en V après. C'est est-ce qu'après le rebond qu'on a eu, on ne va pas latéraliser un peu et élargir un peu la phase consolidante. Mais je pense qu'on est plutôt dans une phase consolidante désormais et que les gros risques qu'on avait encore il y a quelques mois, une grosse partie des risques a été quand même dissipée récemment. Je propose qu'on passe directement aux indices, Alexandre, puisqu'en fait, il nous reste 5 minutes exactement. Voilà. 5 minutes pour gérer les indices qui vous plaisent le plus. On commence par le CAC 40, bien entendu. Alors, le CAC, indice évidemment très sensible à la Chine, parce que le luxe, 35% du CAC, c'est du luxe, donc la Chine pèse pas mal là-dedans. La Chine, ce qui se passe actuellement, c'est pas terrible à court terme, parce que ça crée un peu de nervosité, mais c'est probablement un bon signe pour détendre les conditions sanitaires ensuite, ces manifestations. Alors, vous voyez que le CAC, moi, je mets toujours le macro et l'analyse technique, parce que les niveaux techniques, certains n'y croient pas du tout, mais quand vous êtes dans un marché qui manque un peu de repères, quand vous avez beaucoup de niveaux de stress, de macro négatives, à un moment donné, vous devez aussi décider en tant que gérant, en tant qu'algo, en tant que trader particulier, à quel moment vous remettez des billes dans le marché. Et il y a des zones comme ça, très denses, vous voyez, des obliques ou autres, qui se concentré entre 5006 et 5008. Donc, flux d'infos très négatif, plus test technique à ce moment-là. Là, plus des multiples de valorisation qui s'étaient beaucoup détendus à ce moment-là. Vous voyez que le marché s'est saisi de ces niveaux pour repartir assez vite. Donc là, maintenant, à 6000, à 6007, ce qu'on a vu depuis hier, moi j'aimerais bien le voir se prolonger un peu, à cette phase un peu plus latérale, où on pourrait même retomber, idéalement il faudrait retomber dans des 6003, 6002, vous voyez, latéraliser un petit peu le mouvement, mais je pense quand même que tout le creux à 5006, je ne vois pas comment, en l'état actuel des choses, nous retomberions à 5006. Pour tout effacer ce rallye, il faudrait que vous ayez une réescalade des tensions avec l'Ukraine. Donc que le prix du gaz remonte en flèche, que le pétrole remonte en flèche, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que vous ayez à nouveau des confinements massifs en Chine. Il faudrait que la macro mondiale s'arrête complètement, vous ayez des activités qui tombent verticalement. Et c'est seulement à ce prix-là, je pense qu'on reverrait les 5006. Sinon, le scénario médian dans lequel nous sommes, qui est plutôt une géopolitique qui va s'arranger sur la durée, mais très progressivement. Un pétrole qui aura peu de chances de flamber sur les niveaux qu'on a connus là au premier semestre. La Chine qui commence à adapter des mesures sanitaires qui probablement vont être un peu plus souples. La Chine qui montre qu'elle veut soutenir le marché immobilier. Il y a des lignes de crédit qui ont été accordées à des promoteurs immobiliers. La Chine qui soutient aussi ses marchés actions par des achats via les fonds d'État ou des banques du pays. Donc on sent bien que la Chine, elle a atteint sa saturation en termes de risques encaissés. Donc elle est plutôt en train d'essayer de détendre le truc. Donc je ne vois pas comment dans ces conditions-là le CAC peut aller plus bas. Voilà. Ensuite, je vous donne le choix entre Dow Jones ou Nasdaq. Est-ce qu'on joue une stagnation du Dow Jones, une baisse du Dow Jones, un rattrapage du Nasdaq? Il y a un gros écart de 20 points quand même actuellement. C'est la question.
Alors, déjà, effectivement, un sacré décalage. Pourquoi le Dow Jones est reparti? Le Dow Jones, on peut l'assimiler dans sa composition un petit peu au CAC ou au DAX. C'est un indice qui est très valeur cyclique. Il y a peu de croissance là-dedans, beaucoup de cyclique. Et donc, tous ces thèmes qu'on a vus sur la Chine, les signaux de détente un peu macro, en tout cas sur la Chine notamment, plus les anticipations liées à l'inflation, ça a lifté la partie cyclique. Là où les valeurs de croissance tech, Nasdaq notamment, les taux restaient quand même élevés. Ils sont un petit peu détendus. On a vu le taux à 2 ans, il était à 5, il est passé à 4,2, 4,3. Ça a un peu étendu le Nasdaq, mais le Nasdaq, il a besoin de plus que ça. Le Nasdaq, pour vraiment se détendre, il faut qu'on ait la certitude que le plafond inflation soit touché, que les banquiers centraux n'iront pas au-delà de 5% côté Fed. Peut-être pour bientôt, d'ici 4 mois, allez. Ouais, moi, je pense qu'on va voir ça avant. Avant. L'inflation américaine, ça fait 4 mois qu'elle baisse, et c'est le dernier mois où il y a vraiment un palier plus costaud. Et tous les indicateurs avancés continue d'aller dans ce sens-là. En fait, le pétrole, le WTI qui est à 75 et quelques, en year-to-year, il faut regarder. Pétrole novembre, il y a un sacré décalage à la baisse. Donc, je ne vois pas comment l'inflation repartirait d'un coup. Les loyers commencent à baisser aux États-Unis. Toutes les composantes de prix sont en train de s'infléchir. Donc, le Dow Jones, il a bien mûri son rebond. Là, il est bien mûr. Mais je pense qu'il faut limiter le risque si on veut. En gros, il y a deux choses. Soit on est long en court terme, je pense qu'il faut prendre un peu les gains à court terme. On pourrait aller voir à nouveau peut-être les 32 000, vous voyez les obliques, là, 32 000, il y a des Fibonacci 23,6 qu'on pourrait peut-être revoir sur une phase consolidante. Mais je pense que certains asset managers, je vais aller très vite, ont raté le premier rallye. Le premier rallye, je pense qu'il a surpris pas mal d'asset managers, donc ce qu'on appelle la smart money. La smart money, elle ne peut pas rater 2 fois un coup. Si elle rate un rallye, il faut qu'ensuite, sur le rallye restant, pour retrouver le sommet, il faut qu'elle y soit. Donc ça veut dire probablement que les creux qu'on verra apparaître, 5, 6, 7% peut-être, seront plutôt des opportunités pour les asset managers de rentrer dans le marché, plutôt que ceux qui avaient acheté de se dégager du marché. Donc c'est ça qui me semble être un amortisseur des risques de baisse. Il y en aura probablement, mais je pense que la smart money va commencer à revenir de manière plus forte sur les retracements pour ne pas rater le rallye définitif qui nous ramènera vers les sommets. Rattrapage du Nasdaq en 10 secondes ou non? 10 secondes. Alors le Nasdaq, lui, je pense qu'il faut le voir un peu bottomant. C'est-à-dire pas un bottom qui remonte très vite, pas un truc en V ou en U assez rapide, plutôt un bottom assez large où on peut avoir comme on a vu depuis quelques semaines, un redémarrage qu'on consolide en baissant un petit peu, puis on redémarre, on reconsolide. Quelque chose qui a besoin de maturité en termes d'inflation, de taux, de déclarations supplémentaires des banquiers centraux, côté Fed surtout. Mais vous voyez que le niveau pré-Covid, je vous l'ai mis en rouge, c'est les doubles barres en rouge, ça c'est le niveau pré-Covid. Là-dedans, vous avez des composantes dans le Nasdaq, les semi-conducteurs par exemple. Les semi-conducteurs, si vous n'avez pas repris à la baisse, je pense que c'est le moment d'en remettre dans les portefeuilles à moyen terme. Les semi-conducteurs, ils ont lâché des 60-70% depuis les sommets, les Nvidia, les Qualcomm ou autres. C'est des très belles boîtes qui ont beaucoup baissé, ça a contribué à la baisse du Nasdaq, mais c'est des boîtes qui ne peuvent plus baisser désormais ou très peu, à la marge. L'effet taux a été massivement consommé sur les marchés, donc l'effet mécanique des taux est consommé. L'aspect macro, l'économie mondiale ralentit mais ne s'effondre pas. Donc le Nasdaq, pour moi, il a des risques de consolider vers les 11 000, peut-être entre ces deux fibos, vous voyez 61,8 et 50. Mais après, l'excès baissier ultime serait l'ancien niveau pré-Covid qui n'est pas beaucoup plus bas. Vous voyez cette zone, en gros, entre 10, 11 et 12, je pense un gros matelas amortisseur pour la tech. Et donc ceux qui n'en ont pas dans les portefeuilles, moyen terme, je pense que le monde en doit remettre. Et je vous laisse un seul graphique en 30 secondes, pas plus, parce qu'on a déjà dépassé le temps, même si on a des petits problèmes en fait, au départ, entre l'or, entre le pétrole, entre l'euro-dollar. Le plus intéressant. Alors, très vite. Alors, juste 3 secondes d'abord, juste les émergents, Denis, parce que le dollar avait beaucoup monté, les taux aussi. Les émergents souffrent dans ces conditions-là. Pour moi, le dollar a fait le plus gros du chemin, les taux américains aussi. Donc je pense que les émergents deviennent intéressants sur ces niveaux-là, intéressants pour en reprendre. Ensuite, la tech chinoise, pour les plus aventureux, la tech chinoise qui a perdu 80%, les plus sportifs pourront essayer d'en racheter maintenant. On va faire peut-être le WTI, j'ai pas le temps. Allez, le gold. On va finir sur le gold. Le gold, c'est, vous voyez, toute la phase baissière de 2022, très grosse sensibilité au taux et au dollar. Sauf que ce qu'il faut regarder, c'est que dans le timing du rallye, le rallye il a démarré en 2018, il s'est arrêté vers 2020. En fait, on est dans une phase qui ressemble plutôt à une large distribution, très irrégulière, mais une distribution après un énorme rallye. Et donc, je pense que là aussi, sur le gold, le $1 600 quasiment touché, c'est un point ou bas ou très très proche de l'être. Et donc, on est en train plutôt d'accumuler, au moment où on se parle, sous le premier trait rouge, qui est l'ancien niveau technique. Et donc, au stade actuel, il faut plutôt essayer d'attendre le moment où on passe le trait rouge pour commencer à racheter à ce moment-là, plutôt que d'essayer de se dire, est-ce que je vends encore du gold pour l'avoir plus bas? Je pense qu'il peut un peu consolider, mais on va plutôt attendre le passage à la ligne rouge pour comme signal de réaccélération haussière et ensuite revenir à 2000 et au-delà. Donc je pense que le plus dur a été vu sur l'argent, sur l'or, tous les métaux comme ça, précieux, semi-précieux, le plus dur est déjà passé. Et ben voilà, on a été complet, on a essayé d'aller vite. Merci beaucoup Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Merci bonne fin de journée. Merci.